À chaque période électorale, les projecteurs se braquent, entre autres, sur les médias. Et souvent, le constat est le même, dérapage, manipulation, propos virulents, intolérants. Où en est-on aujourd'hui et quelle est la responsabilité réelle des médias? Pourquoi ces dérives persistent-elles? Que fait la régulation? Présidentielle 2025, peut-on prévenir les dérives dans les médias? Mesdames, Messieurs, bonsoir. Avec nous, 4 voix majeures de l'écosystème des médias pour un échange franc et engagé. Alors, à ma gauche, Madame Evelyne Yao, bonsoir. Bonsoir, Madame. Alors, vous êtes sous-directrice chargée du contentieux à la direction juridique de l'Autorité nationale de la presse, ANP. Exact. Merci au président Samba Koné. À ma droite, nous avons Jean-Claude Koulibaly. Bonsoir, président. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. Alors, vous êtes président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. Exact. Félicitations pour Guillaume Sokro. Merci, merci. À votre droite, nous retrouvons M. Barthélémy Kwame. Bonsoir, Barthélémy. Bonsoir, Eliane. Alors, vous êtes conseiller spécial du président du réseau des professionnels de la presse en ligne, REPRELSI. J'ai bien prononcé? Bien. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Et notre quatrième invité est M. Nyanzou Joël. Bonsoir. Bonsoir, Eliane. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Alors, vous êtes président de la plateforme de la presse numérique de Côte d'Ivoire, PNCI. Exactement. Madame, Messieurs, bienvenue sur ce plateau. Alors, mesdames, messieurs, comme à l'accoutumée, vous pourrez participer à ce débat grâce au QR code qui va s'afficher dans quelques instants au bas de votre écran et surtout sur sa droite. Alors, mesdames, messieurs, quel type de dérive observe-t-on dans les médias? Je vais commencer par l'ANP, puisque vous êtes régulateur. Au niveau du régulateur, oui, nous notons en général le déséquilibre de l'information, l'atteinte à l'honneur et à la réputation, oui, ainsi que l'atteinte à la violation de la présomption d'innocence. Après viennent la manipulation, la désinformation et tout ce que vous savez. Président, de votre côté, je rappelle que vous êtes président de cette fêtière. D'ailleurs, combien de journalistes y a-t-il aujourd'hui au sein de l'UNJCI? Nous sommes autour de 800, plus de 800 même plus de 800 membres au niveau de l'UNJCI. Oui. Donc, c'est normal, c'est la fêtière des fêtières, toutes les associations. Et je pense que bientôt, nous allons atteindre le cap de 1000 journalistes. 1000 journalistes. Je parle de journalistes professionnels. Bien sûr. Voilà. Alors, à votre niveau, quelles sont on va dire, les dérives qui reviennent très souvent et qui vraiment, peut-être, qui vous alertent? Les premières dérives, ce sont la course à l'audience, au scoop. Parce que dans un monde dominé par l'instantanéité, oui, tout le monde veut être le premier à publier, à diffuser. Et cela, véritablement, a pour conséquence de faire le lit de fausses nouvelles, oui, fake news, comme on le dit, des deepfakes même, parce qu'on n'a pas le temps vraiment de recouper l'information, etc. Et ensuite, il y a une autre dérive qui est le sensationnalisme. Parce que, pour attirer l'attention, oui, il y a certaines rédactions qui s'adonnent à la publication des titres exagérés et choquants. Ça fait partie d'une technique marketing, mais en réalité, si vous voulez, ça viole un peu l'éthique. Ça viole l'éthique. Ça met en mal l'éthique. Et puis, on peut parler également si vous voulez, du manque de formation et d'éthique. Mais on en parlera justement etc. au niveau des recommandations. Donc, on vous dit que ces dérives-là sont connues. Il y a la représentante de l'ANP, Mme Yao, qui a plus ou moins brossé un peu ce que j'avais à dire. Alors, au niveau du numérique, sur ce plateau, nous avons donc Barthélémy Kwame et Joël Nyanzou. Aujourd'hui, on parle de numérique, digital, l'intelligence artificielle. Alors, à votre niveau, qu'est-ce que vous constatez? Parce que ça va très, très, très vite. Quel est votre constat au niveau des dérives? Oui, au niveau... Bon, la question posée comme ça, on peut penser que le tableau, il est totalement noir. Mais je voudrais quand même qu'on relativise un peu les choses. Relativiser, voilà. Mais la question est posée, oui, mais relativiser, qu'est-ce que vous constatez? Il y a des dérives tout de même ou non? Oui, effectivement, il y a des... Alors, quelles sont-elles? Il y a des dérives, oui, en ce sens qu'on voit souvent de la manipulation de l'information. Aujourd'hui, avec le numérique, on peut fabriquer facilement un film, on peut fabriquer des informations, on peut fabriquer ce qu'on a envie de communiquer. Donc, effectivement, ça donne droit à des... Pas droit, mais ça donne des dérives qu'on constate malheureusement. Mais à côté, il y a aussi des choses qui, j'allais dire, sont faites
pour biaiser un peu la compréhension du grand public. Et quand je pense que quand on parle de dérive, il ne faut pas regarder seulement du côté des médias. C'est tellement qu'on parlera de l'ensemble. On parlera de l'ensemble et je tiens à vous rassurer qu'aujourd'hui, nous ne faisons pas le procès de la presse, mais comme les médias de façon globale sont des acteurs majeurs et importants. Donc, dans notre quotidien, il est important aujourd'hui que dans cette situation, dans ce contexte, que nous parlons des médias et surtout en faisant le plaidoyer. Alors, je voudrais donc demander au président du PNC, de la PNC, parce que c'est une plateforme, aujourd'hui, qu'est-ce que vous constatez au niveau de la PNC en ce qui concerne les dérives, parce qu'il y en a de toutes les manières? Alors, il faut souligner d'abord dès le départ la question de la dérive médiatique ne concerne pas que les journalistes. L'ensemble du système informationnel, notamment les producteurs, les plateformes, les autorités, les citoyens. En période électorale, ce que nous constatons en termes de dérive, nous avons la désinformation politique organisée, nous avons le discours de haine et de la stigmatisation identitaire. Nous avons des deepfakes et des faux montages vidéo ou audio. Nous avons aussi des campagnes de harcèlement en ligne. Nous avons aussi... Tout ça en période électorale, vous constatez tout cela? Ça. On a eu l'expérience avec l'un de nos partenaires en termes de monitoring. On a pu relever plus de 200 cas en 2020 lors des élections présidentielles. Oui. Alors, Madame Yao, quand vous entendez donc le président de l'UNJCI, Barthélemy Kwame, Joël Nianzou, qui nous parle justement de tous ces éléments, vous, le régulateur, quel est votre commentaire? Alors, le régulateur, comme vous le savez, il fait de la veille afin d'éviter justement ces dérives. C'est l'une des raisons pour lesquelles l'autorité a été mise en place. Et nous travaillons à ce que ces dérives-là soient évitées. Voilà, et nous faisons des formations. Nous faisons de la sensibilisation également et nous interpellons, c'est-à-dire nous avons des échanges avec les journalistes concernés. Déjà, dans la période dans laquelle nous sommes, nous avons déjà reçu à l'autorité, au siège de l'autorité, des journalistes qui, à notre sentiment, étaient peut-être en train de raviver certaines choses que nous ne voulons plus voir. Et donc, c'est le travail de sensibilisation, c'est le travail de formation que le régulateur fait. Et dommage qu'il n'ait pas peut-être donné des statistiques, mais à notre entendement, nous pensons que les choses sont quand même un peu en baisse. Les choses sont en baisse. Alors, on va donc retrouver Ahmed Traoré. Et que pensent les Ivoiriens justement concernant ces dérives constatées dans les médias en période électorale? Le fake news, je pense que c'est mauvais parce que la loi interdit ça. Et déjà, si vous faites ça, vous publiez des fake news, vous pouvez aller en prison facilement. Je trouve que c'est pas normal parce que souvent ça crée la haine. Si c'est pas la vérité, c'est mieux de ne pas publier. Les dérives, il faudrait qu'on en trouve une solution parce que la désinformation, ça peut produire beaucoup de mauvaises choses. Ça peut créer des guerres, de mauvais impacts sur la société. Je trouve que c'est pas quelque chose de bien, quoi. Voilà, il ne faudrait pas que les gars rencontrent des choses qui ne sont pas vraies. Ça provoque la panique. D'un côté, ces personnes exagèrent un peu. Ils vont un peu trop loin parce qu'il y a une liberté qui ne dit pas son nom. Ça provoque des tensions à l'intérieur des personnes qui se sentent concernées. Et parce que parfois, quand ce n'est pas une vérité, quand on voit que vraiment des personnes rajoutent des choses qui ne sont pas vraies. Quand il y a dérive, effectivement, il y a embrouille. Parce que vous allez avoir des informations que vous pensez véridiques. En réalité, ce sont des fausses informations. Donc ça mélange tout le monde. Parce qu'on va se dire, en réalité, on a l'information en temps réel. Pourtant, on n'a que des fake news. On crée des choses en réalité qui n'ont rien à voir, juste pour se faire connaître, juste pour se faire voir. Merci Ahmed Traoré pour ce micro-trottoir. Alors, tension, on parle de liberté, fake news, vous en avez parlé tout à l'heure. Alors, je vais faire un tour de table, juste un commentaire sur ce qui a été dit. Est-ce que, Président, pour vous, quand vous écoutez donc, les Ivoiriens, ils sont conscients de la situation, du contexte actuel? Ils sont bien conscients, parce que ça a pris de l'ampleur ces dernières années. Oui. Et la manipulation au niveau des réseaux sociaux est devenue vraiment monnaie courante. Et cela s'est accentué avec l'avènement de l'intelligence artificielle. Mais c'est l'occasion aussi de demander aux uns aux autres d'être vigilants.
Parce que la lutte contre les dérives journalistiques ou bien les dérives au niveau de la communication ou des informations implique aussi le grand public, le public. Il ne faut pas faire attention à tout ce qui est écrit, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit au niveau des réseaux sociaux. Il est vrai que les réseaux sociaux permettent de dénoncer certaines dérives. Mais il faut faire attention parce que les réseaux sociaux aussi sont le terreau fertile des fausses nouvelles, des deepfakes, comme je le dis, des fake news. Et cela impacte négativement sur la qualité de l'information, voire même la liberté de la presse, qui est l'un des piliers de la démocratie. Donc je pense que pour réussir vraiment le pari d'atténuer, ne serait-ce qu'à atténuer vraiment les dérives journalistiques, et même les dérives au niveau de la communication, il ne faut pas, je dirais, tout relayer au niveau de n'importe quoi au niveau des réseaux sociaux. Il faut avoir un esprit critique et non de critique et être vigilant. Mais comme vous le dites, Président, comme vous le dites, moi j'ai envie de poser la question donc à Barthélémy Koné et à Joël Nianzou qui sont dans le numérique et l'intelligence artificielle pour rebondir sur ce que vous dites. Comment celui qui lit peut savoir que c'est un fake news, c'est un deepfake ou que ce n'est pas vrai? Je le dis, ce qu'il faut faire, il faut vérifier la source d'abord, croiser les informations. Voilà, il ne faut pas relayer n'importe comment. Il faut avoir un esprit critique et être vigilant. Et ça, c'est important. Être vigilant, Barthélémy et Joël Nianzou, je vais vous poser la question à tous les deux et je reviendrai donc à Mme la sous-directrice. Comment, sur le plan numérique, on réussit justement à faire en sorte qu'on ne soit pas, enfin, en tout cas le lecteur de la presse en ligne ou numérique, ne soit pas pris au piège du faux? Moi, il y a une question quand même de base. Pour moi, c'est fondamental. Qu'il faut qu'on se pose. Comment est-ce qu'on veut que les médias soient organisés? Parce que les médias, on ne les sort pas comme ça de n'importe où et on pense que les médias peuvent travailler, j'allais dire, de façon indépendante. Les médias font partie de la société. Donc tant qu'on n'a pas vraiment compris ce fonctionnement-là, il va y avoir problème. Mais selon vous, qui n'a pas compris cela? Non, je vais être plus concret. Voyez-vous, on parle de dérive. Mais comment est-ce que les médias sont structurés? Les médias donnent des informations. Et les médias sont organisés. Mais comment les médias sont organisés? Aujourd'hui, c'est vrai, il y a des lois, il y a tout ce qu'il faut pour que les médias soient organisés. Mais il se trouve qu'au niveau de l'autorité ou au niveau de certains acteurs même de la société, que ce soit des acteurs majeurs au niveau politique, économique ou même au niveau social, mais ils vont marginaliser certains acteurs des médias et privilégier d'autres. Vous voyez, de sorte que, pour moi, c'est fondamental. Je veux juste comprendre. Voilà. De sorte qu'après, vous avez ceux que vous privilégiez qui vont donner des informations qui ne sont pas forcément des informations que vous attendez. Vous voyez. Donc, du coup, ça va créer aussi ce problème. Parce que si vous voulez, les médias, j'essaie de ne pas me perdre, mais les médias, il faut qu'on arrive à aider les médias à se construire. C'est ça mon idée. Alors, on est en 2025. Oui. On est en 2025. Oui. En 90, c'était le printemps de la presse. Il y a quand même eu cette floraison de journaux. Aujourd'hui, on est aussi en ce qui concerne la télévision. Il y a cette liberté, donc la libéralisation des espaces audiovisuels. Alors, je voudrais juste comprendre, quand vous dites qu'il faut aider, le président est là, aider les journalistes à se construire. Je vais revenir à vous parce que je veux juste comprendre sur le numérique. Joël Nianzou, à votre niveau, justement, quel est votre regard sur, justement, l'utilisation du numérique, la presse en ligne, et comment ceux qui vous lisent peuvent savoir qu'il y a des deepfakes ou ce qui est écrit est faux? Alors, il faut comprendre une chose. Dans notre écosystème, il y a deux grands constats. Oui. Nous avons dans le cadre de notre écosystème des professionnels qui ne sont pas suffisamment outillés et formés. Il y a d'autres qui ont une méconnaissance même de l'écosystème du digital, mais qui ont des médias qui sont en ligne. Donc ceux-là souffrent de cette méconnaissance-là. Donc ils ne sont pas suffisamment outillés. Ça, c'est un fait. Vous avez des rédactions où il n'y a même pas de département dédié au fact-checking. Donc, il y a des journalistes qui sont suffisamment formés sur la question du fact-checking pour détecter l'information, pour vérifier la source,
avec les techniques qu'il faut au niveau digital. Vous avez aussi, dans ce grand écosystème-là, les consommateurs qui sont en griffe, on parle du journalisme citoyen, qui se mettent à donner l'information comme il faut. Mais parce qu'ils ont une méconnaissance de la loi sur la cybersécurité qui engage leur responsabilité. Ça, c'est très important. Mais pourtant, il y a des communications qui sont faites, madame, il y a des communications qui sont faites à ce niveau. Malheureusement, oui, il y a des communications qui sont faites à ce niveau, mais il faut aller au-delà de la communication. Il faut sensibiliser, il faut former, justement, sur ces différentes thématiques-là. Je veux, par exemple, donner l'exemple de la haute autorité de la communication audiovisuelle qui a initié une charte, justement, qui engageait les blogueurs, les influenceurs, nous sommes signé au niveau de l'organisation, et qui les emmenait, justement, à prendre conscience, justement, de leur rôle sur l'implication. Je veux dire, l'impact, justement, dans la communication numérique. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Donc, cet écosystème-là a besoin d'abord d'être suffisamment connu. Les professionnels du secteur ont besoin d'être suffisamment formés. Au-delà de ça, les populations elles-mêmes ont besoin aussi de pouvoir prendre conscience justement de la loi qui engage les responsabilités, mais aussi elles ont besoin d'être sensibilisées sur la question du fact-checking. Alors, moi, je reviens vers vous. Vous parlez de formation. Oui, Président, qu'est-ce que vous faites? Il y a certes après, je voudrais savoir, parce qu'on parle de formation. Il y a certes la formation, c'est clair, la formation des acteurs. Il est clair, pour les journalistes, c'est la formation véritablement à l'éthique et à la déontologie, qui s'est fait depuis même l'école de journaliste et qui continue jusqu'à tout le long de la carrière. Le code, il est le même. Le code ne change pas. Il ne change pas, c'est le même, c'est la formation. Oui. Et puis en plus, là, il faut une formation avec le renforcement des capacités à travers les ateliers, etc. et tout. Ça, il faut le faire. Il y a certains journalistes, il faut le reconnaître, qui ne sont pas suffisamment formés. Mais il y a également aussi l'aspect répression. Ça, c'est clair. Parce qu'il ne peut pas avoir véritablement l'exercice du métier sans qu'il y ait véritablement ce qu'on appelle l'encadrement, pour le respect vraiment du cadre juridique dans lequel les journalistes évoluent. C'est pourquoi des entités de régulation et d'autorégulation telles que l'ANP, la HACA ou bien même l'OEPL interviennent. Oui. Parce qu'il faut être clair, parce que la qualité, vraiment comme je l'ai dit, de l'information, préserver la qualité de l'information, c'est protéger vraiment notre démocratie. Beaucoup ne le savent pas, mais il faut le faire. Et puis en plus, dans les différentes rédactions, il y a l'encadrement. Il faut mettre un processus de vérification de l'information. C'est la responsabilité du rédacteur en chef. Il faut qu'il maintienne ce qu'on appelle un esprit d'équipe, et puis maintenir véritablement, comme on le dit, une ligne éditoriale responsable. C'est ça qui fait, en fait, si vous voulez, ce sont des solutions pêle-mêle qu'on peut avoir véritablement pour éviter tous ces dérives-là. Alors, Madame Yao, je rappelle... Eliane, si tu permets, c'est pour ça que je disais qu'il faut aider les médias à se construire. Oui, parce que comme le président Jean-Claude le disait tout à l'heure, c'est pas juste une question de formation, c'est pas juste une question d'éthique et de déontologie, mais il faut que les médias soient bien construits en termes de construction d'entreprise et qui puissent respecter toute la procédure de vérification et de fabrication de l'information. Mais le problème qui se pose, c'est que les médias, si je prends par exemple le secteur de la presse numérique, ces médias-là sont encore des sous-médias. Je prends un exemple concret. Vous allez parce qu'après, je vais écouter Mme Yao. Je voudrais entendre la LMP. Allez-y, Barthes. OK. Vous avez un événement qui se déroule, par exemple, l'organisateur, il va uniquement privilégier ou prendre seulement en compte en termes d'invitation pour couvrir. Alors que, vous savez, l'information est la matière première du journaliste. Tant qu'il ne l'a pas, il ne peut pas inventer. Alors, et s'il doit exister... Oui. Je vais vous poser une question. La question sous-média dont il parle au nom de la presse numérique, qu'est-ce que tu entends? Non, je vais comprendre. Sous-média, qu'est-ce que c'est un sous-média? Est-ce qu'on peut reprocher à un organisateur de choisir des médias? C'est la question après. Et je veux vraiment entendre. On ne peut pas reprocher à un organisateur d'événements de choisir les médias qu'il veut pour couvrir. Bien sûr. Mais ce qu'on peut reprocher, celui à qui on peut reprocher quelque chose, c'est quand il s'agit de l'autorité elle-même. Bon. Par exemple, une autorité gouvernementale qui organise un événement et tu lui dis, bon, moi je suis de tel média en ligne qui a respecté la procédure de déclaration, que ce soit au ministère de la Justice,
ou à l'ANP. Puis le mec qui vous regarde et qui dit mais c'est quel média ça, on ne le connaît pas. Est-ce que vous voyez? Barthélemy, oui, on ne parle pas... Moi, vraiment, ça, c'est ce que vous dites. Moi, je ne remets pas en cause, mais je ne peux pas parler des personnes qui ne sont pas là, et ce ne sont pas des faits que nous avons vécus. Donc, je souhaiterais que sur ce plateau, on parle de faits... Nous sommes des médias, nous connaissons le terrain, et ce sont des choses qui sont vécues tout le temps. Vous savez, Barthélemy, je vais vous retirer la parole, parce que je dois écouter comme allez-y. Le président Coulibaly a parlé justement de la régulation, on a parlé de répression, de sanctions, ou surtout de sensibilisation. Et à ce niveau, je voudrais justement entendre le régulateur par rapport à tout ce qui s'est dit. Alors, à votre niveau, quelle sensibilisation vous faites? Est-ce que vous privilégiez la sensibilisation ou bien on est déjà passé au regard du contexte à une forme de répression? Alors, avant toute chose, j'aimerais clarifier un peu la question de l'écosystème. Il faut savoir que, tout à l'heure, je vous disais que les dérives étaient en baisse. Oui. Il faut savoir qu'il y a des professionnels de la presse imprimée et il y a des professionnels de la presse en ligne. Alors, donc, tout ce qui est en ligne, les réseaux sociaux notamment, il ne faut pas les considérer systématiquement comme des informations. Les informations sont données par les professionnels. Et comme il le disait tantôt, nous avons 87 entreprises de presse en ligne qui éditent 105 productions d'informations numériques. Au niveau de l'ANP. Au niveau de l'ANP. C'est au niveau de l'ANP qu'on se déclare. Donc, qui est légalement constitué est forcément identifié à l'autorité nationale de la presse. Et donc, nous avons un chiffre de 105 productions d'informations numériques éditées par 87 entreprises de presse numérique. Au niveau de la presse imprimée, nous avons 57 entreprises de presse qui éditent 80 publications imprimées. Alors, donc, au-delà de ces professionnels, bien entendu, vous avez des journalistes d'un jour, comme il le disait tantôt, des personnes qui prennent des informations sans vérification, qui les publient ou qui sont témoins d'un fait. Ce ne sont pas des journalistes. Alors, nous venons de terminer la Semaine nationale de la presse, activité de sensibilisation, qui est une activité de sensibilisation à l'endroit du grand public et spécialement du jeune public. Alors, cette activité-là, elle permet aux jeunes, aux étudiants, aux élèves et étudiants de pouvoir déceler en ligne la vraie information de la fausse. Nous leur avons donné des méthodes de fact-checking, des sites où ils peuvent aller, des outils qu'ils peuvent utiliser pour vérifier l'information. Et nous attendons de ces près de 2000 à 3000 élèves et étudiants formés qu'ils soient le relais auprès de leur famille dans leur milieu de vie. Pourquoi? Parce que comme le président Jean-Claude le disait tout à l'heure, la régulation aujourd'hui de l'information ne peut pas être faite uniquement par l'autorité nationale de la presse. Nous sommes un organe de régulation, c'est vrai, mais nous attendons aussi du grand public qu'il puisse nous alerter ou bien qu'il soit à même de faire la distinction entre ce qui relève de la presse professionnelle et ce qui ne l'est pas. Comment vous alerte justement? Vous parlez de grand public ou la société civile. Comment on peut vous alerter justement? Alors, comment déjà, on peut vous saisir? Pour la saisine à l'ANP, c'est simple. Vous avez un fait ou alors vous avez identifié un manquement. Vous avez la possibilité de nous saisir via notre site internet. Vous avez la possibilité de venir à l'ANP pour nous saisir. Et au-delà de ça, nous sommes en train de mettre en place une solution informatique, un produit qui s'appelle J'alerte l'ANP, afin que à partir de la période préélectorale, en tout cas, ce sera bientôt mis. Oui, oui. Légalement, non. Non, légalement, non, mais... Légalement, non. Si on parle... Non. Oui, nous légalement, sommes l'autorité. Nous parler. Non, nous légalement, ne sommes pas légalement en période préélectorale. Très bien. Alors donc, je disais que ce produit-là, il sera bientôt mis à la disposition du grand public afin que tout citoyen soit à mesure d'alerter l'ANP. Et le produit s'appelle J'alerte l'ANP. Donc très bientôt, vous aurez toutes les informations concernant ce produit. Alors, c'est très bien. Justement, par rapport à cela, est-ce que... parce que comment vous allez contrôler, justement, je vais peut-être vous demander, ce produit serait le bienvenu, mais comment vous allez contrôler que cette alerte est une vraie alerte? Justement, quand nous recevons une alerte, nous avons un service, sachez que nous avons un service de monitoring aguerri, rompu à la tâche. Depuis plusieurs années, nous avons l'expérience des élections de 2010, de 2015, de 2020, etc. Et c'est un comité hétéroclite. Quand nous recevons des alertes, nous les analysons. L'ANP a une mission d'instruction avant sanction. Alors donc, toute alerte sera analysée. Nous avons des équipes compétentes pour le faire. Très bien.
Alors, Président, après Barthélémy et puis Joël, je vais vous demander, vous êtes des observateurs, je préfère le dire ainsi, même si c'est le 4e pouvoir, de la vie sociopolitique. Quel est votre regard justement sur la situation dans laquelle nous sommes? Je pense que cela relève de ce qu'on appelle la fièvre électorale. Vous savez qu'à l'approche de la mère des élections, qui est l'élection présidentielle, il est clair qu'on sent un certain frémissement, voire une certaine psychose qui monte un peu au niveau de la société, parce qu'on a tendance à avoir sur les réseaux sociaux des invectives, des propos vraiment qui frisent l'incivilité, voire même l'animosité. Et je pense que cela est dû, comme je l'ai dit tantôt, aux enjeux. Mais nous, en tant que journalistes, nous, ce qu'on voudrait peut-être conseiller aux uns aux autres, et comme je l'ai dit tantôt, oui, c'est vraiment de ne pas considérer tout ce qui se fait au niveau de l'Internet, parce que ce n'est pas tout ce qui est sur l'Internet. Est-ce qu'il n'y a qu'Internet? Non, il y a surtout Internet. Parce qu'en fait, si vous voulez, il y a un média. Oui. Il y a un média, il faut le reconnaître, qu'on le veuille ou pas, oui, qui occupe vraiment un grand espace. Naturellement, il y a ce que moi j'appelle la presse traditionnelle, telle que les journaux imprimés, tels que les radios, telles que les télévisions. Mais en fait, ce sont des entités qui sont, comme l'a dit la représentante de l'ANP, qui sont vraiment dirigées, qui sont gérées par des journalistes professionnels, oui, qui sont astreints au code d'éthique et de déontologie et au respect des dispositions du cadre légal qui régissent notre métier. Mais au niveau d'Internet, ce n'est pas le cas. Comme l'a dit, tout le monde peut s'improviser, oui, journaliste. C'est pourquoi vraiment l'éducation aux médias est très importante. Je dis, oui, pour que véritablement ces dérives-là cessent, il faut que le grand public aussi sache une chose. Tout ce qu'ils entendent, tout ce qu'ils voient, tout ce qu'ils lisent, n'est pas forcément de l'information. C'est à eux vraiment d'avoir l'esprit, oui, critique. Parce que beaucoup ont l'esprit de critique. J'en appelle à l'esprit critique et à la vigilance. Et à ne pas relayer n'importe comment et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Il est important, comme je l'ai dit, il est important vraiment de séparer l'ivraie du vrai grain. C'est vrai, les réseaux sociaux permettent de dénoncer certaines dérives, certaines choses dans la société. Mais il faut faire attention parce que nous sommes à l'approche des élections dans le mercato de la manipulation à outrance. Président, donc il faut faire très attention. Président, nous sommes dans le mercato de la manipulation et nous allons, Madame et Messieurs, entamer l'axe 2, les causes et les conséquences. Donc en période électorale en Côte d'Ivoire, on le dit, plusieurs dérives sont constatées et en nombre croissant. Quelles sont les raisons qui peuvent expliquer cet état de fait? Notre reporter Ève Boué a tendu son micro aux acteurs de la presse et aux populations. Fake news, deepfake, invective, manipulation de l'information, utilisation des médias à des fins politiques, diffusion de rumeurs, cyber-militantisme, entre autres. Les dérapages des médias sont légion en période électorale. C'est une période où la consommation de la denrée information est élevée. Et donc, il se trouve que lorsque vous êtes dans une situation de marché où on a beaucoup de consommateurs par rapport à très peu d'offreurs, et bien sûr, cela donne des appétits. C'est appelé aussi des journalistes, c'est appelé aussi des différents candidats. Chacun vient donner ce qu'il peut donner uniquement pour intoxiquer la population. Outre cette pression de l'immédiateté et de l'audience, cet accroissement des dérives s'explique aussi par le modèle économique des médias. Comment les entreprises de médias ont été créées, par qui et soutenues par qui? Quand un homme politique crée une entreprise et qu'il donne la simple gestion à un journaliste, il va de soi que c'est la main qui donne qui dirige. Beaucoup de journaux sont endossés à des partis politiques. Et ils se croient obligés de relayer automatiquement et systématiquement ce que ces partis politiques véhiculent comme information. La manipulation et les influences extérieures sont aussi pointées du doigt. Les politiciens, c'est eux qui enveniment beaucoup de choses, c'est-à-dire quoi? S'il veut pousser la population à sortir, donc il a ses propos pour le faire. Ce sont les enjeux, c'est-à-dire que les chapelles, n'est-ce pas, politiques, veulent passer par le canal des médias pour se faire entendre. Le nombre croissant des dérapages médiatiques en période électorale peut également se justifier par l'accès facile et l'usage accru des réseaux sociaux.
Une situation favorisant la diffusion virale de contenus sans vérification. On a des modes de consommation, des modes de diffusion d'informations aujourd'hui qui sont beaucoup plus démocratiques avec les devices, c'est-à-dire la tablette, l'ordinateur et les téléphones mobiles. Donc, on a cette facilité de communication qui fait qu'il faut davantage être très regardant sur ce qu'on propose. En période électorale, l'information devient un outil stratégique. C'est aussi une période où les citoyens sont très sensibles aux sujets d'actualité, ce qui rend ces dérives impactantes avec des conséquences insoupçonnées. Merci Eve Boué. Alors, les causes, hein, on a entendu des Ivoiriens parler des causes, on parle des politiciens, la manipulation, l'influence. Joël Nianzou, quel est votre regard justement sur ces causes, les causes de ces dérives? Alors, j'ai retenu une chose tout à l'heure, il y a quelqu'un qui disait la main qui tend, et c'est la main qui ordonne, je crois, c'est qui demande de concevoir un média. Oui. C'est comme ces personnes qui donnent l'ordre. Peut-être ça peut être vu comme ça, mais une fois de plus... C'est-à-dire que qu'est-ce que vous voulez dire de façon très concrète? Alors, je venais de façon concrète, c'est de dire que il peut y avoir cette réalité-là. Oui. Lorsqu'on met en place un média politique qui soutient un parti politique, eh bien, il fait la promotion de ce parti politique-là. Mais derrière... Et l'éthique et la déontologie? Alors justement, derrière, les gens oublient que ce sont des professionnels qui travaillent. Ils ne sont pas forcément militants, ils travaillent. Et ce sont des personnes qui sont suffisamment formées justement pour rendre un travail beaucoup plus potable. Mais le problème ici qui se pose, c'est cette dérive virale qui, à 90%, a un impact sur les élections en Côte d'Ivoire. Et comment faire justement pour pouvoir prévenir ces dérives virales-là? C'est ça la véritable question, justement. On en parlera lorsqu'il s'agira des recommandations. Justement. Mais avant d'arriver aux élections, il y a les causes, mais il y a quand même est-ce qu'il n'y a pas une incidence sur notre quotidien? Évidemment, il y a un impact indubitable sur la population. Justement, le message qui est donné, qui est véhiculé, qui est repris, ou bien qui est partagé, a un impact indubitable. Mais ce que je veux que les gens retiennent, les gens font fi de la loi sur la cybercriminalité que je vais lire, si avoir votre permission. Allez-y. Pour comprendre un peu notre... Très rapidement, la loi numéro 2013-451 du 19 juin 2013 relative à la lutte contre la cybercriminalité en Côte d'Ivoire, complétée par la loi numéro 2019-574 du 26 juin 2019 relative à la protection des données à caractère personnel, encadre les usages numériques et engage la responsabilité des utilisateurs sur les réseaux sociaux. Ce qui implique justement ceci. Alors, ce qui implique ceci... Vous êtes concerné, hein? Alors, les infractions courantes sur les réseaux sociaux. Nous avons, par exemple, la diffamation, l'injure publique, qui sont frappées par la loi, et l'injure publique et l'atteinte à la vie privée, l'usurpation d'identité numérique, l'application de fausses nouvelles, justement, en termes de partage de publications, l'incitation à la haine, à la violence ou à la révolte, tout est couvert, en fait. La diffusion de contenus à caractère raciste, xénophobe, sexiste et touriste. En fait, tout est couvert. Tout est couvert. Les gens ignorent ça. Vous pensez que les gens ignorent... Est-ce que c'est parce que les gens ignorent... Est-ce que les gens ignorent... Est-ce que c'est parce que les gens ignorent la loi qu'il y a d'autres qui y a des dérives? Non. Il faut penser aussi à l'existence des gens. Penser à l'existence des gens. C'est-à-dire? Les gens parlent de politiciens qui manipulent. Effectivement, les politiciens peuvent manipuler. Oui, mais chacun est politicien dans l'âme. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui défendent leurs intérêts. Ils trouvent que leur intérêt se trouve dans tel ou tel politicien. Alors, il va épouser sa thèse. Il n'a pas besoin qu'on le manipule. Donc, je pense qu'il faut prendre en compte, je disais, l'existence des gens. Quelle est leur vie? Vous parlez de quoi? D'une précarité? De quoi que vous voulez parler? Non, pas forcément précarité. Pas précarité. C'est quoi pour vous? Défendre la position que la personne occupe aujourd'hui ou faire en sorte que sa position évolue. Par exemple, peut être une situation qui fait que la personne publie des choses. Moi, j'ai une question. Je pense qu'il faut faire la part des choses. Moi, je vais écouter vraiment le régulateur. Nous sommes véritablement dans un débat où on est en train de parler des dérives journalistiques. J'ai l'impression qu'on s'éloigne un peu du sujet. En allant peut-être un peu cueillir au niveau, par exemple, des réseaux sociaux, où véritablement, ce n'est pas tout le monde qui est professionnel, comme je l'ai dit, où n'importe quoi, et on publie n'importe comment des informations. Ici, nous avons écouté des professionnels de la communication, des journalistes, s'exprimer.
il y a certaines personnes qui estiment que les journaux sont actuellement arrimés à des partis politiques. Ça, c'est une tare congénitale héritée vraiment du printemps de la presse. Mais ce n'est pas le On cas. a du mal à s'en défaire. Mais je veux dire une chose. Les pressions subies par les journalistes au niveau des politiques comme des groupements d'intérêt économique sont réelles. Mais c'est dû à quoi? C'est dû au fait que, comme quelqu'un l'a dit, ce sont des partis politiques qui sont propriétaires ou bien des hommes politiques. Et ça, c'est une réalité. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour soustraire, par exemple, les journalistes à cette influence-là? Nous pensons que c'est là maintenant que doit intervenir la personnalité des journalistes. C'est là maintenant que doit intervenir vraiment le sens de notre métier. On ne peut pas dire, par exemple, ceux qui veulent, par exemple, nous pousser à la faute. Parce que c'est vraiment, on pousse les gens à la faute. Mais est-ce qu'ils peuvent dire à les médecins, pourquoi tu me soignes comme ça? Tu dois me soigner d'une certaine manière, etc. Est-ce qu'ils veulent dire à leur avocat, par exemple, pourquoi tu me défends ainsi, tu dois me défendre d'une certaine manière? Mais ils seront rappelés vite à l'ordre. Pourquoi les journalistes ne le font pas? Moi, c'est là que je parle maintenant. Oui. C'est là qu'intervient la formation. La formation, notre métier est un métier à part entière. Il faut véritablement que les journalistes aient de la personnalité et qu'ils véritablement ils rappellent à l'ordre les donneurs d'ordre, les donneurs de choix, vraiment de choses. Ceux que moi j'appelle véritablement peut-être, excusez-moi du terme, les maîtres marionnettistes qui sont tapis dans l'ombre, qui essayent véritablement de nous pousser à la faute et puis en retour, nous décrédibilisons face au public. D'accord. Ce qu'il ne faut pas oublier. Président. Ce discrédit qui est sur la presse aujourd'hui, fait qu'aujourd'hui, les journalistes vivent véritablement un déclassement social dans ce pays. Et il faut faire attention. Il faut que nous revenons véritablement aux fondamentaux. Et c'est cela que nous serons respectés. C'est à cela que nous serons respectés. D'accord. Les journalistes qui font correctement leur travail, ça existe. Non. Et ils sont nombreux. Mais ils vont forcément être noyés dans un flot de gens qui ne respectent pas tous les mêmes règles. C'est pour ça que quand le président Jean-Claude dit oui, il faut la formation, je suis d'accord. Il faut que les journalistes aient ce sens de responsabilité, je suis d'accord. Mais depuis 1990, on dit ça. Depuis le début du printemps de la presse, c'est les mêmes choses qu'on dit. Et on forme les journalistes pour ça. Alors, Internet nous a rattrapés. Oui, donc il faut voir moi, je pense qu'il faut voir la question d'une autre façon. Sinon, on sort du débat. On va tout dire sur ce que le journaliste doit faire. On va même former les journalistes. On va les mettre dans un endroit, bien les formater, mais on va toujours voir les choses. Alors moi, je voudrais juste dire une dernière chose. Parce que vous ce que Jean-Claude vient de dire par rapport aux réseaux sociaux. Il dit, oui, on est en train de s'écarter parce que on parle des réseaux sociaux et qu'ils souhaitent qu'on parle plutôt des dérives journalistiques. Mais il se trouve que si on est là, c'est à cause des réseaux sociaux. Barthélémy, excusez-moi, je vais repréciser. On parle des dérives, et vous êtes de la presse en ligne, les réseaux sociaux, ils sont pris en compte. On parle de l'intelligence artificielle. On ne parle pas de la télévision, on ne parle pas de radio parce que pour l'instant, on a l'ANP sur le plateau, c'est le régulateur. Donc pour la télévision et les radios, ce sera un autre débat. Donc les réseaux sociaux, oui, ils sont pris en compte parce qu'ils contribuent aussi à cette manipulation. Et malheureusement, Président, à ce qu'on vit. Je voudrais entendre le régulateur. Non, il faut que je rectifie une chose. Je ne dis pas qu'il faut écarter cela du revers de la main. Je ne dis pas qu'il ne faut pas trop insister sur cela. Mais j'ai dit, il y a un fait. Le fait, c'est quoi? C'est que nous sommes ici journalistes. Tout à fait. Nous sommes, comme je l'ai dit, en tout cas, astreints, tributaires dans notre métier, en tout cas, du respect de l'éthique et de la déontologie. C'est très clair. Ça, il faut que ce soit clair. Maintenant, lorsque nous attardons sur les dérives au niveau des réseaux sociaux, je pense que ça n'engage pas trop les journalistes que nous sommes. Ça peut engager peut-être le régulateur, qui est l'ANP, mais pas trop le journaliste. Il ne faut pas trop insister là-dessus de peur de perdre de vue vraiment l'essentiel. Non, excusez-moi. Non, je vais entendre. Nous, l'organisation n'est pas que des journalistes. Oui, je suis d'accord. Je vais vous donner la parole tout à l'heure. Je vais juste entendre le régulateur au regard de tout ce qui a été dit. Et je vous donne la parole parce que justement, vous êtes un président de la plateforme, la PNC. La PNC, oui. Oui, Madame Yao, c'est vrai que vous avez écouté beaucoup de choses. Et d'ailleurs, j'aurai une question par la suite pour vous. Quel est justement votre commentaire par rapport à la responsabilité du journaliste, par rapport au fait qu'il soit peut-être arrimé à un parti politique, que ce soit peut-être un parti politique ou des politiciens qui gèrent ou qui payent? Comment il devrait réagir?
où ils pourraient réagir? Alors moi, je suis heureuse que le président même de l'UNJCI ait mis le pied dans le plat et qu'il ait révélé que vraiment la presse est financée, si je peux dire, par... C'est sûr. Nous enregistrons la constitution des entreprises de presse et à ce jour, il n'y a qu'une seule publication qui a été mise sur le marché par un parti politique. Au-delà de ça, nous sommes le régulateur, nous savons que la presse est colorée et donc elle est aux couleurs de partis politiques. Mais officiellement... Mais comment vous savez que c'est coloré? Officiellement, il n'y a pas de journaux enregistrés au nom d'un parti politique ou affiliés à un parti politique ou arrimés à un parti politique? Non. Ils sont déclarés. La ligne éditoriale, c'est l'information générale. D'accord. Voilà. Voilà qui est clair. Voilà. Sauf un seul voilà, organe de presse. Alors, comme je disais, donc nous sommes heureux de constater qu'ils sont conscients qu'il y a des mains occultes derrière. Ce que nous savons, c'est que le journaliste, quelles que soient les pressions économiques ou politiques, doit se munir de son code de déontologie et travailler selon la déontologie du métier. À l'occasion de l'une de nos sessions de formation appelée ANP Academy, nous avons invité au panel 2 journalistes militants qui se sont prononcés sur la question. Ils vous ont dit qu'ils sont militants? Oui. D'accord. Ils l'ont bien reconnu et c'est consigné dans ce document. D'accord. Voilà, donc vous verrez journalisme entre professionnalisme et militantisme. C'était le 21 janvier 2022. Alors, pour eux, il est possible d'avoir à la fois une carte de parti politique, être militant et avoir sa carte de journaliste professionnel et faire son métier de façon professionnelle. À cette occasion, il y avait également sur dans le panel un enseignant-chercheur qui a démontré que ce n'était pas possible. Dès lors que vous possédez une carte de parti politique et que vous militez, alors ça devient difficile d'écrire selon les règles de l'écriture journalistique et donc d'obéir à la déontologie. Vous comprenez? Donc, nous, ce que nous disons, c'est que entre la carte de parti politique et la carte de journaliste professionnel, il faut le code de déontologie. Il faut les règles d'écriture. C'est très important. Le journaliste, c'est vrai, il donne la température, il peut amplifier les faits en fonction mais pas les tronquer. Voilà, pas les tronquer. Il peut amplifier les faits en fonction de son obédience. Il peut les tronquer. Parce que tout dépend de l'objectif qu'il recherche. Est-ce qu'on respecte la déontologie? Mais le faisant, on ne respecte pas la déontologie. C'est pourquoi nous disons, entre la carte de militant et la carte professionnelle, il faut le code de déontologie. On a fait un deuxième atelier avec les hommes politiques, les guides religieux, etc. Les hommes politiques nous ont dit, eux, ils ne sont pas au fait des règles journalistiques. Ils ont un objectif à atteindre. Oui. Donc, voilà, ils ont un objectif à atteindre. Voilà, il y a en leur sein des journalistes, c'est-à-dire chacun fait son travail dans le parti. Voilà, donc ils ne savent pas que, c'est-à-dire que souvent même le journaliste... Vous êtes sûr qu'ils ne savent pas? Je dis ce qu'ils ont. D'accord. Voilà, je ne fais que... Ah, c'est la juriste. Voilà. Et donc, à cette occasion-là, ils ont dit aussi que, en fait, nous, on a tous intérêt à ce que le pays se porte bien, à ce que le pays se porte bien. On en parlera. Moi, je pense, je veux conclure pour dire qu'il faut que les journalistes, quelles que soient les pressions qu'ils subissent, le code de déontologie prévoit l'évocation de la clause de conscience. Mais combien, depuis que moi je suis à l'autorité, ça fait 17 ans, il n'y a qu'un seul journaliste qui a évoqué la clause de conscience. Un seul journaliste, sur peut-être les 800 dont le président a parlé. Et pourtant, on assiste à ce à quoi on assiste. Un journaliste qui dit, moi je subis des pressions, etc., etc. Qu'est-ce que vous faites? Il a la possibilité. Non, il faut d'abord saisir l'autorité. Oui, mais si on vous saisit, qu'est-ce que vous faites? Nous avons nos procédures. Quand l'autorité est saisie, l'autorité procède à des auditions. Nous travaillons en fonction de la loi et du code de déontologie. Nous veillons à son application. Et la loi a énuméré toute forme de sanctions. Il y a des sanctions applicables. Voilà, pour tout manquement. On en parlera tout à l'heure lorsqu'il s'agira des conséquences. Je voudrais rapidement écouter Joël Nianzou. Et après, je vais vous poser, il y a 3 questions, très rapidement. Vous vouliez faire un commentaire sur la question sur ce que j'ai dit tout à l'heure. La presse en ligne. Il faut comprendre une chose bien précise. On appelle les dérives sont virales. Oui. Lorsqu'on parle de dérives virales,
on ne peut pas quitter les réseaux sociaux. On est d'accord là-dessus. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une réalité. Il y a les médias, sur les réseaux sociaux, il y a des informations journalistiques qui sont fabriquées. Est-ce que ce sont des informations journalistiques? Justement, c'est ce qu'il faut dénoncer. C'est pourquoi j'ai lu ça. Il y a des personnes qui s'amusent à fabriquer l'information, qui diffusent et discréditent les médias. Par exemple, le cas AF24 qui a annoncé... Oui, voilà, tout à fait. Vous avez vu? C'est pas une information. C'est pas une information. Et la personne fabrique, il fait tout ce qu'il faut. Donc, on a comme l'impression que c'est la page officielle de la France 24 qui donne l'information. Mais en réalité, ce n'est pas le journaliste qui a fait ça, ni le média. On est d'accord. Ouais. Alors, oui, on est d'accord avec ça, mais très rapidement. Non, je vais rebondir un peu sur la... Oui, mais très rapidement, Président, parce qu'on a des questions. Je vais expliquer. En fait, ce qu'elle dit, c'est une réalité dans notre métier. Mais en même temps, c'est le cas, c'est le moment, c'est l'occasion vraiment de lancer un appel. Donc le journaliste... Oui. Non, le journaliste... Non, je voudrais que vous lanciez... C'est-à-dire, c'est très important ce que vous dites, Président. Oui. Mais je souhaiterais que vous gardiez... Excusez-moi, non, là, j'insiste. C'est pour rebondir si un journaliste et militantiste, rapidement, dit que... En fait, le journaliste n'est pas un activiste, le journaliste n'est pas un politique. Le journaliste peut avoir il peut épouser une idéologie. Oui. Il peut même avoir des considérations partisanes. Mais le journaliste, ce qui fait la différence entre le politique ou bien l'activiste, c'est le recul. C'est le recul, en fait. Le journaliste doit avoir suffisamment le recul. Est-ce que c'est toujours le cas? Oui, mais ce n'est pas toujours le cas, mais c'est ce qu'un bon journaliste doit le faire. Et c'est très important. Voilà. C'est ce que je veux dire. Voilà la différence. Un bon journaliste Sinon, un journaliste peut militer. Oui. Mais il ne milite pas comme un militant de parti politique. Il ne milite pas comme un activiste. Il milite, en fait, en prenant suffisamment de recul par rapport aux faits. Parce que les faits chez nous, comme on le dit, sont sacrés. Sont sacrés. Voilà, il faut le faire. Oui, je pense que le bon journaliste aussi doit suivre la ligne éditoriale de son journal. J'ai trois questions. Bon, ça, c'est un autre débat. Hein. Ça, c'est un autre débat parce que ici, éditoriale. Si vous avez une ligne éditoriale que vous ne suivez pas. C'est un engagement. Alors, okay. je vais Madame Yao et messieurs, il y a 3 questions. Alors, Monsieur Ouattara nous dit ceci. Lui, ce n'est pas une question, c'est une affirmation. Les causes des dérives sont le militantisme politique des journalistes qui reçoivent des directives de leur mandant. Et c'est dommage. Ça, on en a parlé. La question de Monsieur Ouattara, toujours, que nous saluons. L'ANP est souvent alertée, mais pas de suite. C'est ce qui n'encourage pas le public à saisir le dit organe. C'est Monsieur Ouattara Mamadou qui nous écrit de San Pedro et nous saluons donc tous les habitants de San Pedro. Très rapidement, voilà son affirmation et vous avez tout à l'heure donné des informations concernant les saisines. Oui. Ce sont les mêmes, n'est-ce pas? Il faut savoir que les saisines au niveau de l'ANP sont essentiellement écrites. D'accord. Voilà. Alors, Mamadou, je crois qu'il nous écoute, il nous suit. Les saisines sont essentiellement écrites. Alors, on a parlé des causes. Non, je n'ai pas terminé. Les saisines sont écrites. Et donc, je ne sais pas où est-ce que M. Mamadou a déposé sa saisine, mais moi-même, je suis au contentieux. Alors, c'est moi qui reçois les saisines et nous recevons des saisines de citoyens auxquelles nous répondons toujours. L'ANP répond toujours aux saisines. Alors, M. Ouattara, vous êtes à San Pedro. Mme Yao, elle vous rassure, l'ANP répond toujours aux saisines. Il faut écrire, c'est bien cela? Très bien. Alors, nous allons passer aux conséquences, parce qu'il y a des causes, c'est vrai, mais qu'en est-il des conséquences, des dérives sur les populations? Alors, nous retrouvons Serka Kone et Seydou Ouattara qui se sont rendus au ministère de la Communication et au Conseil national des droits de l'homme. La diversité des organes dans les médias symbolise la liberté d'expression en Côte d'Ivoire. Cette situation devrait être favorable au bon traitement de l'information. Mais le revers de la médaille est la diffusion d'informations parfois erronées, surtout en période électorale. Diffamation, intolérance, propagation de propos désobligeants et discourtois sont autant de dérives constatées, jetant ainsi le discrédit sur l'ensemble des acteurs des médias. La période électorale est caractérisée par la séduction de l'électorat en vue de remporter le scrutin. À ce titre, chaque journal s'évertue à présenter la meilleure réputation possible du leader ou du parti auquel il se rapporte. Mais cela ne peut se faire sans porter atteinte à l'honorabilité de certaines personnes ou de certaines entités. Et c'est tout ça qui est identifié comme étant des cas de dérive.
Organes de régulation, ministère des tutelles et observateurs de la société civile tirent la sonnette d'alarme. Les journalistes eux-mêmes se sont organisés pour mettre un instrument de régulation pour dire qu'on ne peut pas laisser notre corporation aller comme ça à volo. Et ça a mené à la création de l'OLPED, à l'époque l'Observatoire de la liberté de l'éthique dans la presse. Le président de la République a repris les choses en main. Il a conseillé et orienté la mise en place d'un environnement des médias assez serein. Ça a commencé par la prise de textes juridiques réglementaires et un cadre institutionnel beaucoup plus élaboré. Les conséquences de ces dérapages médiatiques ne laissent personne indifférent. Les inconvénients des dérives des médias sur les populations sont assez nombreux, à savoir la décrédibilisation même des médias et des journalistes. C'est-à-dire que les populations peuvent être amenées désormais à délaisser les canaux ordinaires au profit des moyens inappropriés pour s'informer. Il y a aussi l'annihilation de la liberté d'expression qui veut que les autorités soient amenées, n'est-ce pas, à renforcer le contrôle des médias et à limiter certaines activités sur les réseaux sociaux. Il y a également la décrédibilisation même des institutions, parce que à force de donner de fausses informations sur une institution, les populations peuvent de moins en moins avoir confiance en ces institutions-là. Il y a aussi la détérioration de la cohésion sociale, c'est-à-dire que les publications peuvent inciter, n'est-ce pas, à la violence communautaire. Il y a la mauvaise éducation des populations, quand on connaît le rôle des médias d'éduquer les populations. Et il y a également la destruction des biens publics et des biens privés. Et surtout, il y a la rupture de la paix. Les efforts fournis par le gouvernement ivoirien afin d'assainir le secteur ne sont pas vains. C'est un environnement qui a été soutenu par des textes majeurs. La loi sur le régime juridique de la presse qui a dépénalisé les délits de presse, mais la loi aussi sur le régime juridique de la communication audiovisuelle avec la mise en place des régulateurs. Ces régulateurs veillent sur le pluralisme dans l'espace des médias, de sorte que toutes les opinions puissent donc s'exprimer librement. Et ces avancées notables ont pu donc nous permettre d'avoir des rangs améliorés à l'extérieur, au niveau du classement de Reporters sans frontières, où nous occupons désormais la 53e place, alors que nous étions à plus de 167 au niveau mondial. À 6 mois de la présidentielle, les initiatives se multiplient au sein de la corporation pour une presse plus responsable. Ces dispositions pourraient réduire considérablement l'impact des nombreux dérapages sur la population ivoirienne. Merci Siaka Kone et Seydou Ouattara. Madame, messieurs, on l'a dit, on l'a entendu, des mécanismes existent, qui ont été mis en place par le gouvernement pour accompagner donc, la presse, pour le développement, pour la sensibilisation. Alors, selon vous, Madame Yao, au niveau donc, justement de l'impact sur les populations, est-ce que vous avez, vous, des chiffres en ce qui concerne justement cet impact dû aux dérives, à travers des chiffres que vous auriez au niveau de l'ANP? Alors, les chiffres que nous avons, ce sont les dérives que nous quantifions. Oui. Voilà. Maintenant, quant à l'impact sur la population, c'est par rapport aux saisines qu'on peut mesurer cet impact-là. C'est, comme je le disais souvent, tantôt c'est le déséquilibre de l'information. Oui. C'est considérable. Parce que souvent, nous avons des articles qui portent atteinte à l'honneur et à la réputation des personnes et sans que l'article 4 du Code de déontologie n'ait été respecté. Est-ce que vous sanctionnez? Bien entendu. Mais est-ce que vous êtes dans la, je ne vais pas dire conciliation, mais dans la sensibilisation encore du journaliste, ou vraiment vous sanctionnez de façon drastique? Alors, madame, le rôle de l'ANP, ce n'est pas essentiellement de sanctionner. Nous sensibilisons, nous interpellons et puis nous sanctionnons. Est-ce suffisant? C'est une démarche. Tout dépend de la faute. La régulation n'est pas statique. La régulation, elle se fait au cas par cas.
Vous pouvez aujourd'hui commettre votre première faute, mais on peut estimer que la gravité nécessite automatiquement une sanction. On peut supposer que des journalistes ont peut-être du mal ou bien le contexte ne permet pas un certain équilibre de l'information sur le champ. Mais il a la possibilité de revenir sur l'article. On peut l'interpeller pour lui donner la possibilité de revenir sur l'article. Vous comprenez? Tout à fait. Alors, Président, au regard de ce que nous avons suivi, est-ce qu'il faut craindre une escalade en 2025? Parce qu'on a parlé de conséquences, on ne va pas revenir sur tout ce qui a été dit entre manipulation, tension, la paix, cohésion sociale. Malheureusement, oui. Parce que vous savez que tous les 5 ans, il y a ce qu'on appelle, si vous voulez, les vieux démons parfois qui ressurgissent. Parce que, comme je l'ai dit, les enjeux sont colossaux. La mère des élections, malheureusement en Côte d'Ivoire, a cette tendance vraiment de créer vraiment des drames et des tragédies dans la société ivoirienne. Et nous, journalistes, comme je l'ai dit, nous sommes des acteurs à part entière de la société et non des acteurs entièrement à part. Un journaliste vit dans la société. Et il vit tout ce que les autres acteurs de la société vivent. Et il peut être influencé, malheureusement, comme je le dis, par la fièvre électorale. Cela peut arriver. Notre rôle à nous, au niveau de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, c'est d'interpeller, de lancer un appel. C'est en cela que j'ai lancé l'appel à Yamoussoukro le samedi dernier, pour dire que la violence n'arrange personne. Et que les journalistes doivent se débattre vraiment de toutes les joutes, vraiment, oratoire, de toutes les joutes, je dirais, partisanes, de veiller vraiment au respect du code d'éthique et de la déontologie. Est-ce que vous interpellez aussi les hommes politiques? Mon rôle n'est pas d'interpeller les hommes politiques, parce qu'en réalité, nous n'avons pas d'influence, nous n'avons pas véritablement d'emprise sur les hommes politiques. Nous gérons les femmes et les hommes des médias, les journalistes. Tout à fait. Maintenant, ce que nous voulons... Je comprends un peu le sens de ta question. Oui, parce que la question, en tant que président, mais il y a des journalistes, est-ce qu'on est obligé de relayer tout ce qui... Non, c'est ce que j'ai dit. C'est de là que vient ce qu'on appelle la responsabilité du journaliste en période électorale. Ça a été même le thème de la 26e édition du Week-end des Ebonies. Nous avons échangé autour de ce thème-là et nous avons dégagé des pistes de solutions. Très bien. Bientôt, nous serons véritablement, pas en campagne, mais en tournée, pour amener les acteurs et hommes, les acteurs des médias, à les emmener véritablement à comprendre les enjeux et à veiller sur le respect du code d'éthique et de déontologie. Et le cadre légal qui nous régit, c'est la meilleure protection. C'est la meilleure Parce protection. que je ne veux pas, comme en 2020, me retrouver vraiment à la brigade de recherche, me retrouver au commissariat, pour libérer un journaliste qui est en train d'être auditionné, parce que comme on appelle, la garde à vue est supprimée par la nouvelle loi de 2017. Mais quand on prend un journaliste de 8h jusqu'à 18h et on l'auditionne, et puis après il se retrouve en flagrant délit devant le tribunal, c'est la responsabilité du président. Et je souhaite vraiment que cette année 2025, cela diminue, afin que des choses de faciliter ma tâche. Même pas. Cela n'existe même pas. Mais afin que ma tâche soit allégée. D'accord, très bien. C'est ça mon souhait. D'accord. Oui, Joël. Ok. Alors, allez-y. Pour répondre à ta question, hormis les journalistes, comme a dit le président Jean-Claude Coulibaly, eh bien, c'est cette prise de conscience collective et individuelle de l'ensemble de l'écosystème, justement, médiatique. Donc, j'ai dit tout à l'heure que nous avons affaire à des communicants sur les réseaux sociaux. Nous avons affaire à des activistes. Il y a des journalistes, même activistes aussi, politiques, qui existent. Nous avons affaire à des influenceurs, qui sont soi-disant influenceurs sur les réseaux sociaux. C'est encore un autre débat. Ils sont tous dans ce écosystème informationnel-là qui alimente les réseaux sociaux. Je pense que c'est une prise de conscience, vraiment, à ce niveau-là, et que chacun puisse vraiment prendre cet engagement-là de pouvoir travailler de façon qualitative, justement, de l'information qu'il faut, justement, pour ne pas bien être frappé par la loi, justement, comme j'ai dit. La loi, elle existe. Et ça, c'est très important. Oui, moi, je voudrais répondre à ta question et prendre un peu le contre-pied de ce que a dit Jean-Claude, même si dans le fond, je partage ce qu'il a dit. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas le feu en la demeure. Justement, c'est parce qu'on se fait peur tout le temps.
que ça devient dangereux. Oui, c'est vrai. C'est pour ça que donc, tout ce qui est écrit, tout ce qui est entendu n'est pas réel selon vous? Non, c'est pas que c'est pas réel, c'est pas... Je le rejoins. Voilà. Parce qu'en réalité, il y a beaucoup d'exagérations dans tout ce qui est fait. On va le laisser finir. C'est la manipulation? Voilà, c'est la manipulation. C'est pas que c'est pas réel ou chose. Le fond de ma pensée, c'est que nous sommes en 2025, nous sommes au 21e siècle et nous devons être un pays responsable. Un pays qui se respecte et qui fonctionne normalement. Je vais comprendre la nuance. Normalement, ça veut dire quoi? Excusez-moi, permettez-moi de comprendre la nuance. Un pays responsable, là on parle de la presse, un pays responsable... Non, un pays responsable avec tout le monde là-dedans. C'est-à-dire que... Je commence par le bas. Allez-y. Non, mais là on parle des journalistes d'abord, s'il vous plaît. Oui, mais parce que vous avez parlé de questions liées aux élections. Est-ce qu'il y a danger? Est-ce qu'il y a danger à l'horizon? Non, oui, mais est-ce qu'il y a danger à l'horizon? À la base, les dérives que nous lisons dans la presse en particulier et aussi également dans la presse en ligne. Donc, quand vous parlez de pays responsable, ça englobe tout le monde. Donc, je voudrais qu'on circonscrive. Je veux rester dans notre cadre. Journalistes. Oui, aux journalistes, pas seulement aux journalistes. Parce que là aussi, vous faites une erreur. Le journaliste n'est qu'un travailleur dans un média. Tant qu'on n'a pas compris ça et qu'on ne construit pas des médias forts, des médias totalement, j'allais dire, finis, il va y avoir problème. Parce que quand vous prenez le journaliste seul qui écrit et que son média n'est pas fort, son média n'est pas là où il faut pour avoir les vraies informations, mais finalement, au bout de la chaîne, c'est balayé. Le journaliste, à la limite, il n'a aucun pouvoir. Tant que le journal ne sort pas, le journaliste, qu'est-ce qu'il peut faire? Donc, il écrit, mais ça ne sera pas publié. Il soulève une question. C'est une autre question d'économie. Il soulève une question fondamentale qui est en fait la lutte contre les dérives. Oui. Participe d'un effort collectif. Oui. À 3 niveaux. Il y a la formation des journalistes qui est mise en cause. Partout d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a également ce qu'on appelle l'encadrement avec les instances de régulation. Oui. Il faut des instances de régulation efficaces. Mais il y a aussi ce qu'on appelle la responsabilité du public, de la population. Comme je l'ai dit, il ne faut pas véritablement... Il faut avoir un esprit critique. Et il faut être vigilant. Il faut vraiment des citoyens responsables pour pouvoir séparer l'ivraie du vrai gain. C'est-à-dire qu'il ne faut pas véritablement relayer n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Il faut prendre le soin véritablement de recouper, de croiser l'information, de vérifier les sources. Parce que, je le dis et je le répète, c'est une lutte globale. C'est une lutte qui implique tout le monde. Il ne faudrait pas penser que ce sont les journalistes seulement. D'accord. Voilà. Excusez-moi. Je pense que c'est important de le dire. Attendez, excusez-moi. Là, on a entamé déjà les solutions. On va passer aux solutions. Je vais vous redonner la parole pour que vous reveniez. N'oubliez pas ce que vous vouliez dire. On passe tout de suite aux solutions et on retrouve Ahmed Traoré à travers ce micro-trottoir et vous allez rebondir justement sur vos solutions. OK. Les dérives ne sont pas les bienvenues puisque en période électorale, il y a toujours des tensions. Et donc, pour garder notre pays toujours dans la paix, on doit mettre de l'eau dans nos vins, dire ce qui est bien à dire et non pas mettre de l'huile sur le feu. Ce que je pourrais dire aujourd'hui, c'est d'exhorter mes compatriotes, mes confrères, à une attitude responsable sur le numérique, une attitude fraternelle, patriotique. Je pense que l'État doit être un peu plus regardant et un peu strict sur les dérives qui peuvent un peu entacher un peu le processus électoral. Il faut en appeler à la responsabilité de tout un chacun. Parce que chacun se laisse aller, on oublie les conséquences. Donc c'est surtout, nous appelons à une modération, un ton beaucoup plus amical. Le plus grave, c'est surtout les réseaux sociaux, parce que chacun passe à sa petite caméra de son téléphone et se dit, pense tout permis. Or, il y a quand même un organe régulateur qui est chargé de réprimer les mauvaises actions. Donc, c'est surtout la sensibilisation au niveau de la population, parce que beaucoup le font, ils ne connaissent pas les retombées, les conséquences. C'est comme une compétition. On perd et puis la vie continue. Celui qui a gagné, il continue, et ainsi de suite. Merci Ahmed Traoré pour ce micro-trottoir. Alors Joël, rapidement, là on parle de solutions de façon concrète. Qu'est-ce qu'on peut faire justement pour faire en sorte que les dérives, cesser, ce serait l'idéal, mais en tout cas qu'elles soient moindres et qu'on soit dans une situation de climat apaisé
évidemment avec l'ensemble des citoyens, dont les journalistes. La solution proposée par la PNCI, la plateforme de la presse numérique Côte d'Ivoire, c'est de renforcer la professionnalisation du secteur numérique à travers le déploiement. Dans votre micro, s'il vous plaît. Alors, donc je disais que la solution que nous proposons de la PNCI, c'est d'abord, de renforcer la professionnalisation du secteur numérique. Ensuite, c'est de... Donc quand j'ai parlé de renforcer la professionnalisation, je vais parler du déploiement justement de... nous, au niveau de la plateforme de la presse numérique, par exemple, on a mis en place une chambre des entreprises de presse numérique qui, on essaie de déployer pour les former justement, c'est sous forme d'un incubateur, mais on essaie de les former justement pour pouvoir prendre conscience déjà de leur rôle justement dans l'écosystème médiatique à travers justement un travail qualitatif d'information, en termes d'information. Et la formation aussi, quand on continue, on a formé récemment 60 jeunes sur l'IA, l'intelligence artificielle. On a participé aussi à donner la formation à travers la semaine de la presse organisée par l'ANP sur la question de la responsabilité d'usage des réseaux sociaux et de l'IA encore. Et là, on est en train de travailler sur la certification volontaire des médias numériques, justement. En termes de mécanismes d'autorégulation, on a mis en place l'OVRED, justement, qui est un observatoire qui nous permet de pouvoir évoquer ces questions d'éthique et de déontologie. Il est fonctionnel? Il est fonctionnel, on essaie de faire l'observatoire. Et c'est l'observatoire qui donne justement ce travail-là qu'il faut au niveau des awards de la presse numérique que nous organisons chaque année. Enfin, nous avons aussi le PAVweb, qui est la cellule spécialisée de fact-checking. Nous interpellons, nous avons formé dessus. Nous travaillons un peu à ce niveau, en termes de monitoring en 2020, justement, sur les élections en partenariat avec Dutch World Academy, justement. Très bien. Ensuite, nous avons aussi en synergie avec les organisations, les institutions. J'ai parlé de l'ANP, l'ACA. On a fait une formation aussi dédiée à la CEI, justement, sur les questions d'éthique, et ainsi de suite. Donc, pour entrer dans les détails, on va aller plus loin, mais je vais dire, on a travaillé justement le NDI justement pour la mise en place du groupe de travail de lutte contre la désinformation qui est le GTLD-CI qui existe. La lutte contre la désinformation. Voilà, d'accord. Qui existe aujourd'hui, qui fait un travail formidable. D'accord. Enfin, nous travaillons sur le dialogue avec les Meta, Google et TikTok. Barthélemy, je devais vous redonner la parole, et donc vous l'avez. Solution très rapidement. Solution pour moi, la base, construire des entreprises de presse fortes. Très bien. Quand je parle d'entreprise de presse, c'est entreprise à part entière, mais avec la spécificité presse. Que ce soit presse en ligne, presse traditionnelle, même les télés, les radios qui se créent pour créer des entreprises fortes, fortes économiquement, mais aussi du point de vue éditorial et commercial. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, les journalistes et les entreprises de presse ne doivent pas faire le combat des autres. Les autres, c'est qui? Les autres, c'est les politiciens, les groupes, les acteurs économiques, tous ceux qui peuvent avoir de l'influence sur eux. Ce n'est pas aux journalistes et aux médias de faire leur combat. Donc, ils doivent rester responsables. Troisième chose, il faut dire que le REPRESSI n'a pas attendu 2025 pour former, pour organiser, pour structurer. D'ailleurs, le REPRESSI est né parce qu'il y a eu ce besoin-là. Avec Internet, Jean-Claude l'a dit, tout le monde était devenu acteur. Donc le REPRESSI est venu pour canaliser cela. Et le REPRESSI demeure l'association qui a, si vous voulez, organisé, structuré et qui essaie de développer donc, la presse en ligne en Côte d'Ivoire. Responsable. Oui, de façon responsable. Non, on n'est pas dans ce débat. Oui, mais donc il ne faut pas dire que toi. S'il vous plaît. Donc le REPRESSI a fait ce travail, le REPRESSI continue de le faire. Je vais vous donner un exemple très simple. En 2007, le REPRESSI a été la première organisation de médias en Côte d'Ivoire à envoyer des journalistes en France pour aller couvrir les élections en France, en 2007. Le REPRESSI a été créé en 2006. Je le dis pourquoi. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais, il n'y a pas le feu en la demeure. Il faut que chacun fasse son travail. D'accord. Si le journaliste travaille correctement, sans pression, le peuple ou la population pourra juger d'elle-même. En 2012, nous avons réédité cette opération pour couvrir les élections en France, pour vous dire, regardez comment ça se passe ici. Non, pas que je suis optimiste, mais je me dis, c'est la vie et ça doit continuer. Tous les 5 ans, on ne doit pas dire en Côte d'Ivoire, non, les élections arrivent, alors
barricadez-vous, faites ceci, faites cela, parce que. On n'est pas à ce stade, Barthélémy. Ce que je veux ajouter, il y a aussi l'OMENSI qui est un organe créé par le répressif, justement, pour essayer de façon technique, d'organiser les médias et de diffuser les fonds d'information. Merci vraiment pour... on aura l'occasion de toutes les manières d'en reparler. Là, on est dans la sensibilisation, on aura l'occasion de reparler de la presse en ligne. Président, je voudrais juste votre mot, qui sera aussi votre conclusion, et je voudrais écouter par la suite. Je pense que la solution, il y en a plusieurs. Oui, je vais citer 4 solutions. La première solution, c'est la formation continue des journalistes, renforcement des capacités à travers les ateliers, les séminaires, etc. L'UNJCI ne fait que ça. C'est-à-dire, en mai, à l'heure où je vous parle, il y a une cinquantaine de journalistes qui sont en train d'être formés. Ça, même si c'est au niveau ils sont formés dans... Est-ce qu'il y a une spécificité? Il y a des spécificités. Bon, on parle un peu de la question environnementale, mais ça peut exister. Oui. Il y a une formation avec, par exemple, la CEDEAO dans le mois de mai, qui va parler justement de la désinformation et qui va concerner 40 journalistes. Et nous, l'année dernière, avec un partenaire qui est le Conseil international de l'intelligence artificielle, nous avons formé 200 journalistes par rapport à l'intelligence artificielle. Parce que vous savez que la désinformation, l'intelligence artificielle participe de cela, le deepfake, etc. Mais est-ce que vous formez, est-ce que dans les rédactions, il y a des outils justement pour détecter toutes ces Bien sûr, justement, dans les formations, c'est pour les outiller. D'accord. Et ils deviennent des acteurs dynamiques dans leur rédaction. D'accord, très bien. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. Et la deuxième solution que je vais citer, par exemple, c'est bien sûr la régulation, une régulation efficace pour encadrer, surtout dans cette période assez délicate. Il faut que les régulateurs soient vigilants. Je vais parler de l'ANP et de la AK, et même de l'OLPS qui doit vraiment intervenir. C'est important. C'est-à-dire tout ça, ça atténue les dérives. Donc il faut le faire. Il renforce. Renforce, voilà. Et la troisième solution, c'est dans les rédactions elles-mêmes. Il faut des rédacteurs en chef très forts, vigilants, pour vérifier le processus de traitement de l'information. Il faut mettre une équipe vraiment dynamique à ce niveau-là. Ils vont parler de fact-checking, etc. Il faut vraiment une cellule. Et il faut bien sûr avoir une ligne éditoriale, mais elle doit être responsable. Elle doit être responsable dans le contexte que nous connaissons. La dernière solution, bien entendu, c'est l'implication du public. Le public, surtout sur les réseaux sociaux, ne doit pas gober tout, ne doit pas consommer tout. Le public doit être, comme je l'ai dit, avoir un esprit critique. Et l'esprit critique doit avoir une démarche de vigilance et responsable. Et c'est important, parce que je le dis toujours, préserver la qualité des choses, de l'information, c'est protéger notre démocratie. C'est important. Et pour terminer, je vais dire une chose. Soyons tous, en Côte d'Ivoire, ne nous faisons pas peur, soyons tous véritablement les faiseurs de paix. Car comme le dit les béatitudes, les faiseurs de paix seront appelés fils de Dieu. Voilà. Président, merci Président. Alors, Madame Yao, alors je voudrais donc, président de l'UNJC, a parlé de régulateurs forts, efficaces. Vous faites un travail extraordinaire. Alors, justement, dans cette période, même si c'est vrai que la pré-campagne, elle n'est pas ouverte, mais nous allons de toutes les manières vers les élections au mois d'octobre. Qu'est-ce qu'il faut faire en termes de solutions au niveau de l'ANP? Alors, d'abord, j'aimerais dire que la régulation que mène l'ANP, de notre point de vue, elle est très efficace. Je m'étonne que le président Jean-Claude Coulibaly l'ait dit à 2 reprises. Non, je ne le remets pas en cause. Je dis qu'il faut un encadrement efficace dans le contexte actuel. Je poursuis pour dire que notre travail de régulation, il est très efficace. D'ailleurs, il est membre du Conseil de l'autorité nationale de la presse. Il est là en tant que président de l'UNJC. Oui, mais dire que la régulation que nous menons n'est pas efficace. Non, il faut des organes de régulation efficaces. Efficaces dans le contexte actuel. Dans le contexte actuel. C'est ça que je dis. Quand je parle d'efficacité... Écoutez-moi, vous savez, la régulation... Je veux plutôt dire, soyons vigilants. Parce que le contexte... La régulation n'attend pas les élections. Nous sommes dans un processus. C'est ce que je veux que le président Jean-Claude Coulibaly retienne. Il n'y a pas que le président, c'est le public. À travers lui, ceux qui penseront comme lui retiendront que la régulation, elle est en tout temps. Les règles d'écriture et le code de déontologie ne changent pas pour les élections. Les règles d'écriture et le code de déontologie restent les mêmes. Le travail journalistique qui se fait en dehors de la période électorale est le même qui se fait pendant la période électorale.
nous nous appelons au respect du code de déontologie et des règles d'écriture. Au-delà de cela, j'aimerais relever quelque chose que quelqu'un a dit tout à l'heure dans la vidéo qui a été faite. Oui. Le cadre juridique et institutionnel dont l'État de Côte d'Ivoire a doté la presse est très efficace et il produit ses effets. Nous avons des structures comme la SDM qui soutiennent les journalistes. Absolument. On a parlé ici un peu de précarité et de main qui donnent. Mais il y a l'État qui aide les journalistes. Il faut que cela soit su et que cela soit considéré par les journalistes. Si vous permettez, alors, si vous permettez, il faut peut-être organiser un autre plateau pour parler de ce soutien. Barthélémy, c'est moi qui dirige, si vous voulez. Là, je vais vraiment m'imposer. Excusez. Ouais. Merci. Madame Yao, je me permets de vous couper la parole. Permettez. Pourquoi? Parce qu'il y a M. Ouattara, par rapport justement aux journalistes, qui dit ceci. Les journalistes doivent être bien payés en solution et au-dessus des besoins primaires. Ça, c'est donc, puisqu'on parlait justement de la question des journalistes, on parlait de précarité, voilà ce que lui, il dit. C'est pour ça que je me suis permis de vous couper. Alors, comme je disais, la régulation, elle se fait de tout temps. Depuis 2015, je crois, l'ANP a veillé à ce que le statut des journalistes, en tout cas, au niveau de la paye, soit pris en compte. Vous vérifiez que c'est partout le cas? Alors, à la création de l'entreprise, nous veillons à ce que les contrats des journalistes, avec les salaires inscrits, nous soient envoyés. Quand les contrats nous sont envoyés, nous faisons un travail de vérification pour voir si le journaliste perçoit le salaire indiqué. La convention collective, elle est entrée en vigueur et nous y veillons. C'est le travail de l'ANP. Maintenant, si le journaliste va faire un autre contrat avec le patron de presse, sinon les salaires tels qu'indiqués par la convention, si ces salaires sont respectés, ce sont des salaires qui peuvent permettre aux journalistes de sortir de la précarité. Mais j'aimerais revenir aux solutions. Dans le cas des solutions, comme on a dit, nous, c'est vrai que nous avons des actions en faveur des journalistes, des rédacteurs en chef. Nous avons déjà commencé à travers comment gérer et organiser sa rédaction que nous avons déjà fait. Bientôt, le jeudi prochain, nous allons voir comment confronter les sources pour pouvoir, avant de pouvoir publier l'information. Donc, nous continuons notre travail de sensibilisation. À côté du travail de sensibilisation, comme je le disais tantôt, nous avons un comité de veille qui est aguerri à la tâche et qui va fonctionner H24. Pour pouvoir déceler toutes les dérives. Nous lançons, j'allais l'ANP, pour permettre l'implication du public. Ce sont toutes ces actions-là que nous faisons. Mais à côté de cela, nous, comme à l'accoutumée, à la veille des élections, nous rencontrons les états-majors des partis politiques. Alors, aux élections, les guides religieux, les acteurs de la société civile. C'est un travail de sensibilisation qui se fait parce que nous sommes conscients que si le discours politique, il est apaisé, la presse ne fait que relayer, comme tous l'ont dit tantôt, la presse ne fait que relayer l'existant. Donc nous sommes convaincus que si le discours politique est apaisé, la presse également va relayer des messages apaisés. Alors moi j'ai juste, vraiment là on va faire un dernier tour, c'est un dernier tour de table avec un mot, j'ai une question. On parle de journalistes, il y a des communicants dans les partis politiques. On parle beaucoup de partis politiques. Est-ce que, à votre niveau, vous faites de la formation où vous parlez avec les communicants des partis politiques? Parce qu'un président d'un parti politique n'est pas un journaliste ni un communicant. Chacun a son métier. Est-ce que vous le faites très rapidement, Président? Non, moi je le dis toujours, parce que je ne vais pas faire je ne veux pas vraiment faire usage de la démagogie ici. Moi, je suis journaliste, je suis président des journalistes de Côte d'Ivoire. Très bien. Voilà. Donc, moi, je pense que les partis politiques ont leur agenda, mais l'UNJCI, à travers ma voix, le rôle de l'UNJCI, c'est de renforcer les capacités de ses membres et faire en sorte que, actuellement, où la tension est encore vive, a commencé, c'est-à-dire que la tension ça va crescendo, il faut faire en sorte que, au niveau des discours de la haine et des discours, par exemple, de la violence, le discours de la division, il y a des formations qui seront faites aux journalistes pour pouvoir outiller les journalistes véritablement à surmonter cela. Et c'est ce que nous faisons. Nous allons continuer toujours dans la sensibilisation, dans la mise à niveau, dans le renforcement des capacités à ce niveau-là, pour atténuer. Pourquoi pas peut-être faire un séminaire où nous allons lancer un appel à tous les acteurs politiques. Bien entendu, si nous sommes entendus
Voilà, c'est ce que je voulais dire. Alors, rapidement, est-ce que vous parlez avec les communicants rapidement? Oui, les communicants des partis politiques. On a initié des formations justement où il y avait tout le monde, mais pour les élections spécifiquement, on compte pour 2025, justement, on lance cet appel-là, former les communicants des partis politiques. Parce qu'il y a des activistes et des rédacteurs web qui relaient les informations ou bien qui diffusent les informations sur les réseaux sociaux. Et pour nous, c'est fondamental. Vous êtes prêts donc à faire ces formations? À faire ces formations, Barthélémy Kwame. Non, au niveau du OPSI... Vous êtes prêts à faire ces formations également? Faire quelle formation? Les formations, je parlais des communicants. Qui va former qui? Je vous pose la question, est-ce que vous, au niveau de votre réseau, vous seriez prêt à apporter en tout cas de la formation aux communicants des partis politiques? Parce que c'est juste une question. Il a dit qu'il peut Non, vous ne le faites pas. Nous, on pense qu'on n'a pas à les former. D'accord. Mais nous avons des relations avec les communicants. Parce que, vous échangez, vous parlez? Oui, bien sûr. Très bien. Puisque tous les jours, il y a des journaux qui sont politiques ou il y a des journaux qui sont d'information générale. Oui. Donc, du coup, les communicants sont amenés à avoir des relations permanentes avec ces journaux-là. Voilà où se situent nos relations. Mais on n'a pas à les former. Pour le reste, on fait confiance à l'État, qui a des règles, qui a tout ce qu'il faut, tout le dispositif pour que ça fonctionne bien. Comme exemple, on a formé une cinquantaine de communicants à San Pedro l'an passé, justement. Sur l'usage des informations. Je veux dire que c'est pas notre rôle. Le fact-checking et puis sur l'usage des outils digitaux. Dernière information, il y a une formation qui va se faire le mois de juin sur l'éthique et la déontologie, sur le discours de la haine, la division, et puis sur véritablement le traitement de l'information en période électorale, à l'intention des membres de l'UNJCI. Donc ce sera notre contribution et comme je l'ai dit, on va faire une tournée où on va parler aux uns et aux autres pour montrer un peu les enjeux de ces élections et dire que la Côte d'Ivoire doit rester dans la stabilité pour continuer son développement. Alors, je voudrais... La violence n'arrange personne. Voilà, c'est le titre. Si on a un message aujourd'hui, on nous regarde, on nous suit. Madame Yao, je terminerai par vous, mais je commencerai par le président, je vais faire juste un tour. Un message pour tous ceux qui nous regardent par rapport à justement ces dérives qui... nous l'espérons, ne vont pas les crescendo, mais comme l'a dit Barthélémy, il n'y a pas le feu, mais il ne faut pas qu'on aille au-delà. Votre message, Barthélémy. Mon message est clair, et c'est ce que j'ai dit à Yamoussoukro, j'ai dit ceci. Nous ne devons pas être une malédiction. Quand je dis nous, je parle des journalistes, nous ne devons pas être une malédiction pour la Côte d'Ivoire, mais nous devons être des faiseurs de paix. Je ne souhaiterais pas que, s'il advenait des tragédies, qu'il advenait des drames, que les journalistes ne soient pas indexés. Très bien. Nous devons être vraiment, comme je l'ai dit, les faiseurs de paix. Faiseurs de paix. C'est ça. Barthélémy, un seul mot. Faiseurs de paix, le vôtre, c'est lequel? Un seul mot, des médias forts dans tous les compartiments. Joël Nyandou, votre mot. Alors, je dirais qu'il est possible de prévenir les dérives à condition de... Un mot. Un mot? Oui. Il a dit faiseurs de paix, vous dites quoi? Et moi, j'ai dit des médias forts. Alors, je dirais qu'une prise de conscience collective individuelle. Madame la sous-directrice ANP, merci d'être là. Votre mot, un mot. Usage de toutes nos prérogatives et nous veillerons à ce que la presse respecte l'éthique et la déontologie. À défaut, ils seront sanctionnés. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi ce débat. Ce ne sera pas le dernier parce que la RTI est là pour vous accompagner, donner toutes les informations autour de la paix, comment faire en sorte que ces élections soient des élections apaisées avec tous ces acteurs. À très bientôt, bonsoir. Merci à toutes les équipes rédactionnelles, techniques. Merci à tous ceux qui ont écrit. Merci à Ouattara, San Pedro. Merci à tous. À très bientôt. Bonsoir.